C'est parti. Alors, bonjour Alexandre et merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir, ça me touche beaucoup. Et avant qu'on commence, qu'on rentre, on disait tout à l'heure qu'on allait parler entrepreneuriat et relations. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous donner un petit peu ton parcours? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Cormon. J'ai démarré donc du coup en tant que coach en amour en 2007. Donc, c'était à l'époque des blogs. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles et j'ai créé ma chaîne YouTube, je pense en 2012-2013, mais je me suis vraiment concentré dessus en 2015. Et donc là, aujourd'hui, j'ai la chaîne numéro 1 en fait dans ce que j'appelle le développement amoureux et le développement personnel également. Donc, on est à 472 000 abonnés. Je dirige deux cabinets de coaching. J'en ai un à Paris. Mhm. Je dois avoir une dizaine de personnes qui collaborent sur le cabinet à Paris. Et puis, on est aussi sur Miami, où on est 12 ici aux États-Unis. Ok. Donc voilà, plutôt pas mal depuis 12 ans. J'ai vu un peu toutes les évolutions en tant que coach et également en tant qu'entrepreneur du web. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une frontière qui est très mince entre les deux finalement. Mm. Ça fait longtemps que tu as ouvert le cabinet à Miami? Alors, en fait, j'ai ouvert le cabinet il y a 3 ans et demi et j'ai obtenu du coup mon visa il y a 3 ans. Il m'a eu une petite période. Les Américains sont quand même très avenants vis-à-vis du coaching. Tu vois, ils sont très ouverts. C'est une culture qui est complètement différente. Donc aujourd'hui, le cabinet américain est peut-être même plus gros que le cabinet français. D'accord. Pas en termes de chiffres, c'est-à-dire d'abonnés ou d'emails, etc., mais en termes de consommation de coaching, les Américains, ils sont beaucoup plus ouverts que nous, je dirais, Européens plutôt que Français même. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mm. Et du coup, en parallèle, tu as lancé, non, si je me trompe, tu me dis si je me trompe, mais en parallèle, tu t'es lancé dans l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est juste? C'est ça. En fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, dans ma vie, j'ai eu deux grosses étapes qui m'ont amené à connaître un développement fulgurant dans mon entreprise. Et ces deux étapes m'ont tellement changé. Donc, en fait, je dis souvent que pour moi, j'ai perdu mon père, ce qui m'a amené vraiment à faire une philosophie spécifique au niveau de l'amour et de la rupture et du couple. Enfin, je me suis vraiment posé des milliards de questions sur l'amour. Et en fait, donc j'ai compris, entre guillemets, je dis souvent que j'ai compris la vie via la perte de mon père, mais j'ai compris aussi finalement le quotidien et toutes les valeurs via l'entrepreneuriat. Parce que devenir entrepreneur, c'est être productif, c'est savoir s'organiser, c'est passer du temps avec ses proches, mais savoir équilibrer sa vie. Donc en fait, pour moi, tout s'est mélangé et du coup, je me suis dit que la frontière était très mince. Et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, mais surtout des coachs qui veulent aujourd'hui développer plus que leur activité, qui veulent développer aussi une présence sur Internet, notamment via YouTube, puisque c'est je passais par toutes ces étapes avec une coach vocale, un coach scénique, l'organisation, etc. Donc aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes sur ce domaine-là parce que j'ai tellement grandi moi personnellement que je me suis dit non, mais il faut vraiment que j'en parle parce que tu sais, quand on est à l'école, on nous dit toujours trouver un bon job. Mais moi, le plus bel apprentissage de ma vie, c'est celui d'être entrepreneur. Tous les jours, j'apprends. Bon, tu connais ça, hein. Ouais, ouais. Mais je trouve ça vraiment formidable. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de le transmettre vraiment aussi. Ça fait partie de moi finalement. Ok, ah, génial. Et donc, ouais, tu disais juste avant que la frontière, elle est hyper mince entre l'entrepreneuriat, les relations et tout ça. C'est quoi déjà un peu ton avis sur le sujet du lien entre l'entrepreneur et ses relations, notamment le couple? Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur, il doit avoir un bon contact humain. C'est pour ça que je dis que la frontière, elle est mince. Quand on parle d'amour, en fait, on parle quoi? On parle souvent de développement personnel, donc de confiance en soi, d'amour de soi. On parle de gérer des relations avec les autres, donc de communication, de partage, de bien-être. Et voilà, du troisième point, c'est un peu la notion de bonheur. Tout ça, c'est lié à n'importe quelle personne, qu'on soit entrepreneur ou même en fait finalement salarié, qu'on soit un poste à responsabilité ou pas. On a besoin de ces trois composantes pour être pleinement épanoui. Et donc, comme on en parlait un petit peu en off, c'est vrai que pour être heureux dans sa vie, c'est important d'avoir un bon business, d'avoir une bonne entreprise, en tout cas d'être épanoui dans sa vie pro. Mais ça ne fera pas tout. Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient multimillionnaires qui sont venues me voir en coaching en me disant ma femme m'a quitté parce qu'ils n'avaient pas trouvé justement la juste balance, le juste équilibre. Donc pour moi, les deux se rejoignent juste parce qu'on parle d'humain, quoi qu'il arrive, on parle d'être humain. Et deuxièmement, parce que je pense qu'il faut bien pas comportementaliser, au contraire, il faut bien équilibrer sa vie entre sa vie pro, sa vie perso, sa vie sentimentale et sa vie plus ou moins sociale, j'allais dire. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un vrai lien. Franchement, je ne pourrais pas donner de chiffres exacts, mais je dirais qu'entre 30 et 40
des couples qui vont mal, c'est parce qu'à l'origine, ça va mal dans leur boulot. Donc, le burn-out, c'est l'une des causes numéro une des ruptures. Quand on fait un burn-out soi-même, tu vois, ça rejaillit dans le couple, en fait, forcément. Quand on n'est pas heureux ou quand son patron, il n'arrête pas de nous parler mal ou quoi que ce soit, bah, ça rejaillit dans le couple. Quand on a des clients qui ne nous payent pas et qu'on n'a pas de ressources, ça rejaillit. Enfin, le couple dépend beaucoup, finalement, de la vie professionnelle. Et je trouvais que c'était hyper important de faire ces parallèles pour mieux prévenir que guérir. Parce que souvent, on réagit quand on est dos au mur, quand on reçoit le papier du divorce. C'est là qu'on va commencer à réagir, alors que peut-être qu'on pourrait changer au préalable, quoi. Faire ça un peu avant, ouais. Et du coup, Ouais. moi, dans mon expérience, j'ai l'autre côté aussi qui est beaucoup comme j'accompagne des entrepreneurs, qui est des fois des personnes qui n'osent pas prendre certaines décisions ou qui ont des peurs qui sont liées à leur couple. Parce qu'en fait, quand tu évolues en tant qu'entrepreneur, bah, ça fait aussi bouger à chaque fois tout ton couple. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer aussi? Ouais, effectivement, je pense que c'est et là, si tu veux, c'est cette notion de se dire, OK, comment je fais pour grandir en tant qu'entrepreneur et faire grandir aussi mon couple, en fait. Et c'est là où on pense souvent que l'amour, c'est simple, que le couple, c'est très simple, il suffit qu'il y ait deux personnes qui s'aiment et puis c'est bon. Mais comme tu viens de le préciser, en fait, le chemin de vie, il est pas complexe, je dirais pas jusque-là, mais il nécessite quelques choix. Et l'idée, en fait, ma philosophie, pour moi, elle est vraiment de dire, quand on est un couple, il faut que les deux soient quasiment comme des associés, finalement, qu'on se fasse grandir tous les deux. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette dualité. Et les couples solides trouvent les solutions. Les couples un petit peu fragiles qui se sont mis ensemble, mais sans vraiment savoir pourquoi, eux, malheureusement, c'est vrai qu'on a dû. Enfin, je le vois, ils ont tendance à se séparer quand même, pour le coup. Nous, on rigole toujours avec ma femme parce qu'on dit qu'on a un contrat un petit peu. Donc, on a commencé un petit peu la relation comme ça. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que c'est pour toi un couple solide et qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner justement avec le fait d'être entrepreneur parce que qu'il y a un chemin qui nous fait grandir et évoluer tout le temps. Peut-être même plus rapidement que… Ouais, qui nous fait énormément changer et surtout qui est aussi un petit peu nouveau ou différent de la société telle qu'on l'a connue, hein, comme on parlait du métro boulot dodo, ce qui est le schéma vers lequel on nous a tous renvoyés, tu vois. En fait, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que pour qu'un couple il dure, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit là pour amener en fait les deux personnes à vivre leurs rêves. C'est le seul moyen. C'est-à-dire que si on a un des deux partenaires qui se sacrifie, en général, il va y avoir un effet boomerang qui va arriver. Soit il va se sentir mal parce qu'il aura tout perdu, soit l'autre va un peu le prendre pour acquis ou acquise et on va se retrouver dans une rupture parce qu'il y a une dépendance affective ou parce qu'il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de challenge. Donc, ce que je dis souvent en conférence, c'est cette phrase que pour moi, le couple, c'est l'apport à la construction de vos rêves. Le couple est là pour vous permettre justement de passer des étapes, de grandir, de surmonter les épreuves, d'avoir un soutien sans faille de la personne que vous aimez, aussi de se changer les idées, bien évidemment, de partager des choses différentes parce qu'on a deux personnalités différentes. Donc, toute la ressource aussi qu'un entrepreneur doit avoir besoin, il va la trouver dans ses relations, notamment sa relation de couple. Mais c'est vrai que le couple où on est juste ensemble pour se rassurer, se dire c'est bon, on est en couple, on va pouvoir faire des enfants, tôt ou tard, il va y avoir cette crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Tôt ou tard, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, je dis et je le répéterai vraiment toujours. Alors, c'est peut-être un peu formé, entre guillemets, ou très formateur, mais je pense vraiment que le couple, ça doit être un apport à la construction de nos rêves. C'est-à-dire que Ouais, le couple est là pour nous permettre d'aller. Mais du coup, la question, c'est ouais, mais quels sont tes rêves aussi au préalable? Et c'est là, ça. en tant qu'entrepreneur, ils sont importants quand même. Cette question-là, elle est importante. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et comme tu dis, c'est quels sont tes rêves? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, alors, peut-être pas en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose sur lequel enfin, c'est un sujet sur lequel on va beaucoup creuser et travailler. Quels sont tes rêves? Quelle est ta vision et tout ça? Mais de manière générale, souvent, on se met en couple et enfin, c'est ce que j'ai pu moi expérimenter et observer. On ne sait pas encore quels sont nos rêves. Et au moment où on les découvre, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, à un moment donné dans ma vie, où j'ai pu plus contacter mes rêves, le couple il était plus du tout là pour être, comme tu dis, un apport en fait pour construire ça. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Et tu vois, c'est là où c'est pas facile parce que tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être dans mon couple, mais finalement, je vais peut-être renier mes rêves? Est-ce que je sais peut-être pas la bonne personne pour moi? Ou comment je fais pour communiquer? Donc, moi, je suis plus dans cette troisième option qui est de dire, en fait, à ce moment-là, il y a des ressources qui peuvent nous permettre de mieux communiquer et d'avoir une connexion qui sera sur 100 fois plus forte que ce qu'on a connu jusque-là, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a connu la vision du couple où il suffit de s'aimer, mais on n'a pas vraiment pris conscience. Et ça, c'est un bouquin de Gary Chapman. Peut-être tu connais Les 5 langages de l'amour.
En fait, ce bouquin-là, il est juste génialissime parce qu'il te montre vraiment que on a tendance à aimer l'autre comme on aimerait qu'il nous aime, tu vois. Et quand tu comprends que c'est plus la même dynamique parce qu'on a deux personnalités différentes, là, en fait, le couple, il devient mais vraiment différent. Et je pense que du coup, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on peut trouver les solutions vraiment à deux quand on va chercher les bonnes actions à réaliser, en tout cas. Ouais. Et je voulais aussi qu'on parle un petit peu, puisque tu parlais tout à l'heure de relations de manière générale et que l'entourage, donc la vie sociale, c'est aussi quelque chose de fondamental. Parce que l'entrepreneuriat a tendance un petit peu à isoler, en tout cas quand on est entrepreneur du web, peut-être pas l'entrepreneuriat quand tu as un Classique. business de classique. C'est quoi ton avis là-dessus et comment ça se passe pour toi, justement pour pas rester isolé et avoir des bonnes relations sociales? Alors là, je vais peut-être prendre le contre-pied d'une grande croyance. Tu sais, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et d'un côté, c'est vrai. Et d'un autre côté, pour moi, quand je me suis lancé, il y a eu très peu de personnes qui ont cru en moi. Je le tourne souvent à la rigolade en disant que ma mère, elle est devenue plus blanche que blanche. Mon frère, il a juste explosé de rire. Et mes potes, en fait, pour eux, c'était une blague. Et j'ai gardé le même entourage pour ma part. Alors, j'ai jamais eu de soutien spécifique de leur part au début. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils me soutiennent énormément et qu'ils ont grandi avec moi. Donc, j'aurais pu les laisser sur le bas-côté, entre guillemets, en disant, bah voilà, c'est pas les personnes avec qui j'ai envie de grandir. Souvent, j'entends cette phrase. Ouais. Mais en fait, mes potes, ça a été eux qui m'ont… Enfin, j'ai pas changé, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu as deux cabinets, tu réalises des… Tu vois, moi, je viens d'un milieu qui est très modeste à l'origine et du coup, bah, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Et je pense que c'est ça qui me permet aussi de me rester connecté à mes valeurs profondes et de pas perdre la tête en étant à Miami, etc., etc. Donc, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a du bon, il y a du négatif. Donc, par exemple, je ne leur parlais pas de business, je ne leur parlais pas de mes projets, je ne leur parlais pas de mes rêves parce que je savais qu'ils auraient eu tendance à m'en parler négativement et que ça aurait pu jouer sur moi. Donc, en fait, je me suis tu d'une certaine manière et j'ai fait mon travail de mon côté. Mais par contre, j'avais besoin d'eux parce que ça restait mes amis proches, ça restait ma famille proche aussi. Donc, pour répondre à cette question, je dirais qu'il ne faut pas tirer un trait trop rapidement. Il faut s'entourer. Parfois, il faut juste se taire, en fait, pas parler de nos projets. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je suis venu à Miami, j'ai beaucoup utilisé un site qui s'appelle Meetup, et, qui est juste génial pour rencontrer du monde. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, pour le coup, c'est quasiment tous les soirs, il y avait des réunions d'entrepreneurs. Donc, même quand on est sur le web, on peut sortir et rencontrer du monde. Et c'est hyper important. Donc, il y a ce nouveau groupe, en fait, qui est dans notre même moule, qui est ce qu'on appelle les infopreneurs. En gros, c'est vraiment des personnes avec qui on va connecter, un peu comme on est en train de connecter aujourd'hui, comme on connecte aussi avec des amis en commun qu'on a. Et à côté de ça, je pense qu'il faut garder son entourage pour pas… parce que le succès peut très vite nous monter à la tête. Et c'est jamais bon sur le web. C'est jamais bon parce qu'on peut prendre des critiques rapidement, ça nous touche, on ne sait pas à qui en parler. Moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui sont successful et qui viennent me dire on fait des séances de coaching juste parce qu'ils ont du mal à gérer les critiques, justement. Et c'est là où on a besoin de la famille et des amis, c'est là où on a besoin d'un socle fort, en fait, finalement. Mais c'est vraiment intéressant, justement, ta façon de le présenter, parce que c'est vrai qu'en général, on entend, si ton entourage ne te soutient pas, arrête de voir ton entourage. Ouais. Et du coup, pour toi, justement, cette période-là, de fait de pas forcément pouvoir parler de tes rêves, de business et tout ça, ça a été compliqué pour toi à vivre ou c'est simplement que tu l'as mis de côté en te disant, comment tu l'as En fait, si tu veux, tu as toujours une ou deux personnes qui te soutiennent. Donc, à eux, je me confiais, tu vois. Et, et du coup, je me sentais bien d'en pouvoir en parler. Et puis d'autres, tu sais, qui vont être négatifs. Donc, ça ne sert même à rien de leur en parler. Et tu parles d'autre chose. Tu parles de foot, tu parles de sorties, tu parles de films, de musique, tu parles de ce que tu veux. Mais je le vivais pas mal parce que je n'avais pas besoin tu vois, de l'approbation de tout le monde. Et à un moment donné, il faut savoir que ce qu'on a, c'est un rêve, un projet comme ça, c'est une perle. Et ce n'est pas grave si on ne peut pas la présenter à tout le monde. Tout le monde va nous juger. Ça ne sert à rien non plus. Donc, c'est vraiment important de le protéger. Donc, pour moi, j'étais OK avec moi-même. Je me suis dit, OK, je protège mon projet, mon rêve. J'en parle aux personnes dont je sais que ça peut être intéressant. Parfois, j'en parle aussi à ceux qui me critiquaient parce que j'avais besoin aussi de me réfréner. Je ne sais pas si c'est ton cas à toi, mais alors moi, j'ai 10 idées à la minute. Encore aujourd'hui, je parle dans tous les sens, tu vois. Et du coup, mon frère qui se foutait de ma gueule au départ, je suis obligé de lui parler. Je suis obligé de lui dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Et une fois sur 10, comme tu me donnes son aval, j'y vais à fond. Une fois sur 10, je ne vais pas l'écouter, mais je vais le faire quand même.
Et 8 fois, par contre, je vais me réfréner parce que sinon, je partirai dans tous les sens. Donc, je pense qu'on peut voir, il y a du positif et du négatif. C'est pas très bon de tirer un trait trop rapidement sur son entourage parce que quand on se retrouve seul, c'est difficile. Même quand on grandit, tu sais, on pense souvent, ouais, quand j'aurai de l'argent, bah, tout ira bien. Non, plus tu as de l'argent, plus tu as de problèmes. C'est clair, net et précis. En tout cas, plus tu as de décisions à prendre. Ouais. Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de ce recul-là. Tu vois, c'est important pour moi, en tout cas. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, moi, je sais que j'ai un petit peu le même début de parcours quand j'ai dit à mes parents que je lâchais mon CDI en Suisse pour me mettre à mon compte. Ils sont tombés par terre. Donc, Ah ouais, mais c'est sûr, là, coma, infarctus, tout ce que tu veux, là. mais voilà, ils sont toujours là et maintenant, ils me soutiennent. Au départ, c'était un peu comme toi où j'en parlais pas trop. Et tu vois, je réfléchissais là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai choc sociétal. C'est-à-dire que tu vois, nos parents, ils étaient clairement dans le métro, boulot, dodo et l'usine d'une certaine manière. Donc déjà, ils ont du mal à comprendre ce qu'est Internet, ils sont encore peut-être à MSN ou à AOL. Et en fait, mais là, aujourd'hui, moi qui suis aux États-Unis, je pense qu'il y aura très peu de salariés dans le futur. Tout le monde est en train de se diriger vers l'infoprenariat, vers le fait de se dire, mais moi, j'ai un talent à exploiter ou j'ai vécu une chose que je peux aider d'autres personnes à traverser, comme moi, ça a été mon cas. Je me dis, mais en fait, la société est en train de changer radicalement. Je ne sais pas si toi, tu le ressens comme ça aussi. Ouais, je le ressens comme ça aussi et je me dis, alors il y a encore beaucoup de gens salariés et des fois en y réfléchissant, je me dis, mais comment vont bouger du coup les grosses entreprises, les multinationales qui ont besoin d'énormément de gens pour travailler et pour fonctionner. Donc je me dis quand même et quelque part j'espère que l'avenir il est dans le fait que chacun soit entrepreneur et freelance et que tu puisses être freelance d'une grande société, d'une multinationale. J'ai été Ouais. salariée pendant longtemps et je leur avais demandé, ils n'ont jamais voulu. Ouais, eux, ils veulent te contrôler. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, moi, je pense qu'on va beaucoup plus également dans une société d'entrepreneurs et j'espère de freelance plutôt que de salariat, qui, à mon avis, sera meilleur pour Pour tout Après, le monde. moi, je pense pour tout le monde, mais c'est ma croyance. Hein, mais Ouais, voilà, mais ça bouge, ouais. tu m'étonnes. Hein, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Mm. Et je me suis perdue. Attends. Désolé, désolé. On parlait du coup de comment en fait l'entourage social et pour moi c'était important de protéger mon rêve quoi. Donc on était un peu là-dessus Ouais, ouais, et de pouvoir ouais. se reconnecter à nos parents ou à nos amis quand on a besoin quoi. Ouais. Ah oui, et du coup, moi, je voulais rebondir sur, et je pense que c'est quelque chose que tu dois travailler par rapport à tes accompagnements. Euh, Moi, je travaille énormément sur l'état émotionnel en fait des personnes et qui, à mon avis, c'est ça qui fait qu'on peut avoir des bonnes relations, qu'on peut supporter les critiques, qu'on est stable en fait au quotidien euh, pour grandir. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles aussi, la partie émotionnelle, toi, avec Alors moi je suis un grand fan de la PNL, tu vois, la programmation neurolinguistique, qui est un outil qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, en général, et que j'utilise beaucoup au niveau de la visualisation et de l'état émotionnel, comme tu viens de le préciser. Euh, donc, je l'utilise quand même beaucoup, c'est vrai, au quotidien, parce que en fait, tout est dirigé par nos émotions. Qu'on le veuille ou non, tout est une question d'émotion. Quand on réagit, c'est qu'on a ressenti quelque chose d'une certaine manière. Après, dans mes coachings, je tiens quand même à leur donner toujours un plan d'action. Que ce soit en business, en love, en dev perso, mes coachés repartent toujours avec des petites actions. Et le but, c'est de les aider à tester de nouvelles choses pour qu'ils se découvrent ou qu'elles se découvrent. Et, euh, et je pense que tu peux changer l'état émotionnel aussi par le passage à l'action. C'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, je suis assez convaincu. Donc, quand je fais un coaching ou quand j'accompagne quelqu'un, c'est clair, net et précis que la personne repart avec un plan d'action, qu'elle sait quoi faire, avec cet objectif de lui apporter plus d'émotions positives, tu vois, plus de bien-être. Euh, pour les entrepreneurs, on prendrait un truc tout bête, ne serait-ce que de faire du sport, tu vois, ou d'écouter des podcasts, ou de réussir à bien s'organiser au niveau du timing et de la gestion du temps. C'est des petites choses sur lesquelles je vais je vais appuyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça joue sur les émotions derrière. Et effectivement, ça les rend, entre guillemets, invincibles. Parce que l'entrepreneur, il a des émotions qui sont tellement fortes qu'il suffit qu'il y ait une émotion négative forte, malheureusement, pour que sa journée elle soit aussi détruite ou qu'il passe trop de temps sur une tâche. Donc ça, je pense que en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression qu'on ressent encore plus les émotions parce qu'on est à notre compte et qu'il y a encore plus, entre guillemets, de risques d'une certaine façon.
Enfin, c'est comme ça que c'est passé. Ouais, je comprends ce que tu dis parce que oui, tu as tout le risque de tu vas chercher les clients, tu fais le contenu, tu accompagnes tes clients enfin, en tant que coach. En tout Clairement. cas. Donc, en fait, on a tout à gérer. C'est ça. C'est ça. Donc, quand on travaille sur l'état émotionnel comme tu le fais, tu crées une sorte de guerrier, tu vois, une nana ou un mec qui est capable de tout surmonter. Et donc, moi, j'utilise beaucoup l'état émotionnel et le passage à l'action. C'est en gros les deux points clés de ma philosophie, quoi. Ok. Alors, du coup, on travaille un peu pareil. Et moi, j'aime bien sur le passage à l'action qui n'a pas toujours de lien direct avec la problématique. C'est mon... Ouais, mais tu vois, et hier, je discutais avec un ami qui me dit j'ai quelqu'un au téléphone qui avait une problématique de bégaiement, tu vois. Et en fait, le simple fait pour lui de s'autoriser à aller faire un relooking, ça lui a permis de prendre confiance et de son bégaiement a diminué. Tu vois, c'est parfois, tu te dis, mais il y a des liaisons, tu te dis, il y a des schémas, il y a des choses qui se passent. Et c'est là où, en fait, il y a des solutions à tout. Et comme tu dis, c'est pas toujours. Parce que quand on travaille sur le problème aussi, on focalise sur le problème. Tu vois, notre esprit est concentré là-dessus. Donc, j'adore ce que tu viens de dire. Alors moi, ça fait partie de, on va dire entre guillemets, ma marque de fabrique, c'est que si tu viens avec un problème business, tu vas repartir avec une solution ailleurs. Mais ça va marcher. C'est ça qui est bon. C'est ça, tant que ça marche. Voilà, je sais que ça fonctionne, mais c'est un petit peu le truc, c'est de la façon dont je travaille, c'est que oui, bien sûr, on va travailler sur le business si tu viens pour le business, mais souvent, comme tout est lié en fait, comme on est un système en fait. Il suffit de bouger quelque chose dans le système pour que tout bouge. Donc, Ouais, il y a un effet domino derrière aussi, c'est-à-dire que ça s'enchaîne et tu as plus de résultats. Après, derrière, tu es encore plus confiant. Bon, c'est parti, quoi. ouais. Et du coup, je me posais la question, les personnes que tu accompagnes au niveau entrepreneuriat, Ouais. également, tu travailles avec eux sur la partie émotionnelle, relationnelle et tout ça? Ou est-ce que Alors, en fait, il y a deux typologies de personnes que je vais accompagner. Il y a des personnes qu'on va appeler entre guillemets débutants, c'est-à-dire des personnes qui vraiment veulent comprendre le web, veulent se développer et ils veulent pouvoir passer à l'action. Donc, elles, c'est pas trop une problématique émotionnelle, c'est plutôt une problématique d'organisation, voire même d'apprentissage des outils du web. Parce que ce sont des thérapeutes, des coachs qui sont dans leur pratique, mais tellement puissants. Sauf que comme moi, bah, moi, ça m'a pris 10 ans pour comprendre qu'est-ce que le SEO, qu'est-ce que YouTube, qu'est-ce que les réseaux sociaux, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'un tunnel de vente, qu'est-ce qu'un webinaire, blablabla. Donc, tout ça, ça s'apprend, sauf qu'on n'a pas peut-être 10 ans à perdre, surtout aujourd'hui où le marché devient de plus en plus mature. Il faut prendre des décisions les plus rapides possibles. Donc là, c'est plutôt que sur l'état émotionnel, on va jouer vraiment sur le passage à l'action, le côté OK, comment je fais pour apprendre rapidement et faire les bons choix au bon moment. C'est vrai que tu as un petit côté émotionnel parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur. Alors lui, il est en train de tuer beaucoup de personnes. Ouais. On peut avoir tous les diplômes du monde, mais il y a toujours ce petit syndrome parce que bah, être entrepreneur, c'est ça, c'est savoir se faire confiance, savoir ce qu'on peut apporter. Donc, il y a ce petit état émotionnel à ce niveau-là. Après, j'ai une autre typologie de personnes qui est là pour le coup des entrepreneurs qui ont déjà un gros business quand même. Et donc là, mon but, c'est vraiment de les aider à, le plus souvent, je dirais, à être bon face caméra, public speaking et de les aider à aussi passer un cap parce que tu as toujours des étapes en tant qu'entrepreneur. Quand tu as un employé, ce n'est pas pareil que quand tu en as 10, que quand tu en as 20, etc. Donc, je les accompagne en fait sur cette dynamique de créer un business durable. Et là, pour le coup, il y a plus d'émotionnel parce que ces personnes-là, si elles veulent être bons face caméra ou faire ou bien manager, là, il faut un niveau de gestion émotionnelle qui est quand même plus élevé, je trouve. Donc, bah, finalement, les émotions, elles sont partout, comme tu disais tout à l'heure. Franchement, elles sont Et partout. oui, c'est vrai que du coup, toi, tu manages une assez grande équipe maintenant. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on est en tout, alors pas salarié, mais tu sais, tu as des indépendants, des ci, des ça. On va être, je pense, entre 30 et 35, tu vois, qui gravitent autour des projets. Là, on va ouvrir d'autres marchés. C'est-à-dire qu'on va ouvrir. Donc, je suis passé du français à l'anglais. Ça a été chaud parce que je ne parlais pas anglais, mais j'ai trouvé un partenaire qui était génial. Donc là, on va ouvrir Espagne. On regarde pour la Chine. Tu vois, une fois que tu comprends le marketing web, après, derrière, tu peux dupliquer quoi. Et du coup, toi, c'est quoi ton rôle? Tu manages toutes ces personnes au niveau de la gestion de l'équipe? Ouais, bah, mon rôle, il est de manager, il est d'encadrer. Euh, Parce que même si j'ai un représentant aux US, c'est quand même tu vois, motivé en fait. C'est toujours la même chose, quoi. C'est des personnes qui sont souvent entrepreneurs dans l'âme quand même, mais il faut que tu sois là pour pouvoir les guider. Et je pense que tu le vois aussi sur le web, tout évolue tellement rapidement qu'il faut être quand même
dans les dernières tendances. Et il y a la différence entre être un bon coach et savoir créer un business, tu vois. Donc, j'essaie de garder les deux. C'est-à-dire que je coach beaucoup parce que j'ai besoin d'être sur le terrain et j'apprends énormément. Et à côté de ça, je fais partie de certains masterminds où je vais me former pour aller vraiment manager la partie communication, marketing, développement de ce projet global, en fait. Tu vois? Je rebondis sur, je crois que c'était une citation de Richard Branson qui disait quand tu crées un business, ton objectif c'est d'être leader et de mettre la vision. Puis après, tu mets des gens meilleurs que toi dans toutes À les chaque, domaines, ouais, à chaque poste en fait. Et toi, tu leur donnes la vision quoi, et tu motives en fait. je pense qu'il a raison parce que, bon, on est loin de son niveau, mais d'une certaine manière, tu vois, le truc, c'est vraiment, en fait, tu ne peux pas réussir tout seul. Si j'étais tout seul, je serais encore au fin fond de ma chambre dans le 91, tu vois, proche de Paris. C'est impossible de réussir tout seul. Il te faut des experts. Par contre, c'est important de les manager parce que les experts aussi, il faut que tu aies leur langage, quoi. Tu vois, je parlais de SEO tout à l'heure, c'est vraiment la capacité d'être bien visible sur Google. Si je parle à un SEO mais que je ne comprends pas ce qu'il me dit, c'est là où tu te fais arnaquer. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis passé par là, hein. Ça m'a mis du temps avant de trouver un mec génial. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre des gens compétents, mais il faut avoir les compétences pour pouvoir les manager. Pour les Et comptes. ça, c'est le vrai parcours de l'entrepreneur. Tu vois, donc, toutes les personnes qui vont regarder cette interview, donc s'il y a des débutants, vous allez vous lancer, mais dans 5 ans, vous reviendrez en vous disant punaise, Alex, il avait raison. En fait, maintenant que je dois manager des équipes, c'est là les vrais problèmes de l'entrepreneur. Le début, c'est trop cool en fait. Il faut profiter, il faut profiter à fond. Mais c'est super fun par contre. Attention, je dis ça, mais franchement, j'échangerai ma vie pour rien au monde, quoi. Clair. Et je voulais poser des questions aussi parce que donc, toi, aujourd'hui, c'est que tu fais plus que des vidéos YouTube ou tu écris également des articles encore? Alors aujourd'hui, au niveau des articles, j'avoue que j'écris plus. Ce que je fais en fait, c'est que je fais transcrire mes vidéos. D'accord. Comme ça me permet. Donc, je regarde un peu. Je veux dire je vais dire, il y a deux, trois points que je vais rajouter, mais j'écris plus, non. Tu vois, D'accord. je peux dire, voilà, c'est deux, trois points, mais j'essaie de gagner un maximum de temps. Et aujourd'hui, faisant une vidéo, tu peux la transcrire assez rapidement et pour très peu, cher. Donc, c'est un gain de temps. Alors que quand j'ai commencé, c'était des milliers d'articles que j'ai écrits. Ouais. Et du coup, si tu peux donner deux, trois conseils ou infos sur les vidéos YouTube, est-ce que enfin, pour quelqu'un qui se lance, tu ferais la même chose que quelqu'un déjà bien avancé, de vraiment savoir parler, enfin toute cette partie-là Quand même, oui. Je pense que pour que les gens accrochent sur une chaîne YouTube, il faut être entre guillemets bon en vidéo, c'est-à-dire il faut être passionné. Il n'y a pas de secret, il faut être passionné. Il faut que la passion dépasse la peur. Ça, c'est ce que je dis régulièrement. Parce qu'on peut avoir un mauvais son ou on peut filmer avec sa webcam, peu importe. L'important, c'est d'avoir quand même un discours qui soit passionné. Maintenant, en fait, moi, ce que je donne souvent comme premier conseil, c'est que beaucoup de personnes font sans comprendre quel est l'enjeu exact. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pendant très longtemps, j'ai écrit plein d'articles sans comprendre que Google, c'était un algorithme et qu'un algorithme, c'est un robot et qu'un robot, il faut lui donner les informations que lui désire. Donc, j'écrivais pour moi, j'écrivais pour mon client, mais en fait, j'étais jamais lu, j'étais frustré. Pareil pour YouTube, on poste des vidéos, tu vois, mais si on ne met pas une bonne description, si on ne met pas les bons mots-clés, si on ne va pas chercher à voir ce que les concurrents ont fait, quels sont les titres qu'ils ont utilisés, quelles sont les recherches des clients, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens tapent dans YouTube. Ça, c'est en fait l'enjeu capital. Et ça paraît tout bête, sauf que 95% des gens ne le font pas, 5% le font, et ces 5%, ils sont visibles, tout simplement. Donc, soit on était vraiment aux prémices de YouTube et on faisait des vidéos en premier et quelqu'un a déjà une notoriété, soit aujourd'hui, c'est encore possible de vivre uniquement avec sa chaîne YouTube. En tout cas, moi, je suis un fervent adepte de ça. Et j'ai plein de coachés, mais j'ai aussi moi plein de chaînes et j'ai aussi plein de personnes que je lance sur YouTube. En fait, c'est très simple. Avec quelques vidéos, on arrive déjà à en vivre. D'accord. Simplement, il faut savoir les positionner. Et tout ça, c'est l'art en fait. L'art de savoir être visible. Parce qu'une fois que tu es visible, du coup, tu les renvoies vers ton tunnel de vente. Donc, en général, c'est un sondage où on essaie de prendre contact par téléphone quand on a peu de visibilité. Et puis, quand on a de la visibilité, on automatise tout ça avec un webinaire. Mais ça vient après. La première étape, c'est OK, j'ai passé du temps à faire une bonne vidéo. Comment je la rends visible? Et ça, c'est trop peu réalisé par les coachs d'aujourd'hui, quoi. Vraiment. Et du coup, quand tu t'es lancé sur le marché américain, tu as recommencé à zéro en fait une chaîne? Alors, du coup, c'est pas moi qui l'ai fait parce que je parlais pas anglais. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu D'accord. présent sur la chaîne. De temps en temps, je suis en vidéo. Mais en fait, j'ai une équipe de coachs. Donc, je leur ai dit, vous faites ci, vous faites ça. Et puis bon, j'avais un représentant qui est francophone aussi. Donc, du coup, avec qui on s'entend très bien et qui a su bien gérer les choses, hein. Mais en fait, on a pris mon site, on l'a traduit.
On a pris mes vidéos, on a dit, vous faites ça sur tel thème et ça dure tant de temps, etc. Et puis basta, quoi. Mais relancer de zéro, enfin, ça a créé une nouvelle chaîne en fait, Ouais, donc ouais, beaucoup plus rapidement que la chaîne que tu avais en France au ouais, départ, puisque tu ouais. as des connaissances derrière. Mm, mm. Après, la chaîne US, si tu veux, elle est sur un domaine spécifique. Donc, elle ne prendra pas autant que la chaîne française qui est D'accord. sur mon nom. Donc, la chaîne française sur mon nom, je peux parler de tous les sujets. Donc, j'ai un choix tu vois, pour grandir qui est juste énorme. Alors que la chaîne US, on a un peu fait le tour du sujet là, pour le coup. D'accord. Et du coup, tu disais que quand tu t'es lancé aux US, tu parlais pas du tout anglais? Un petit peu quand même? Non, Non? ouais, j'étais capable de dire bonjour, comment ça va, tu vois, mais c'était compliqué. Hein. C'était très compliqué. Et donc, d'où ça t'est venu? Enfin, pourquoi cette idée? Et comment ça s'est passé pour toi? Parce que En fait, parfois, tu as des coups de folie en tant qu'entrepreneur. Tu ne sais pas pourquoi, tu vois. Tu ne sais pas ce qui te passe par la tête. Mais là, grosso modo, tu vois, j'étais numéro 1 en France. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour grandir? J'ai ouvert vers le dev perso en France. Donc, j'ai essayé d'avoir une vision un peu plus, tu vois, horizontale. Et j'ai ouvert d'autres domaines, notamment aussi le coaching un peu pour entrepreneurs. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire au niveau world, au niveau international. Il n'y avait aucun Français qui l'avait fait. Tu vois. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a un Français aujourd'hui dans l'infoprenariat, en tout cas, qui vit d'une activité aux States. Et je me suis dit, bah, OK, c'est parti, mon kiki, j'y vais, quoi. J'y vais, je fonce. Et c'était difficile hein, quand même de s'installer dans un nouveau pays. Souvent, on vend comment dire, l'expatriation comme la solution. Alors, c'est vrai que c'est cool, mais c'est chaud quand même. et c'était Faut important pour toi de déménager aux États-Unis, du coup? Alors moi, je suis quand même je suis très entrepreneur aussi, très coach. Donc, franchement, en termes de formation, tu vois, ici, tu as des choses tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu es challengé, tout le temps, tu es… J'adore les States, j'adore le basket. Donc, du coup, ici à Miami, je suis servi aussi. Donc, voilà, d'une certaine manière, je me sens vraiment très, très bien là où je suis. C'est juste que c'était difficile pour les papiers, c'est difficile pour les règles bancaires, pour les règles de santé. Et moi, je n'étais pas du tout administratif. Donc, souvent, on dit, bah, les États-Unis, tout est simple. C'est vrai que tu veux ouvrir un compte bancaire, c'est facile. Mais pour s'installer dans le pays et tout faire, il ne faut pas banaliser. Pour moi, ça n'a pas été si facile que ça, pour le coup. D'accord. Mais ok, donc t'es aux États-Unis parce que toi, t'avais Ouais, ça me envie d'y aller, transporte, quoi. pas parce que c'était obligatoire pour rentrer sur le marché. C'était pas obligatoire, mais bon, tu vois, pareil, c'est pareil. Si tu veux manager ton équipe, il faut que tu parles anglais, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, il y a eu quand même une différence entre le moment où j'ai appris l'anglais, entre le début et aujourd'hui, il y a une grosse différence. La productivité est différente, etc., etc., quoi. Tu vois, pour Ouais. comprendre les papiers juridiques, enfin, tout, tout. Donc, je dirais que c'est un choix, mais c'était nécessaire aussi. Les deux étaient importants. Et du coup, pour un entrepreneur aujourd'hui, donc sur le marché francophone, c'est quelque chose que tu conseilles ou pas d'aller sur le marché anglophone? Parce que c'est une clientèle différente quand même. En fait, c'est une clientèle qui est vraiment différente. Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Ça dépend vraiment du business. Ça dépend du business, ça dépend du niveau d'anglais de la personne et ça dépend en fait de sa stratégie d'une certaine façon. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus qui veulent se projeter vers le marché américain et, et qu'il y en a beaucoup qui vont réussir parce que même si c'est une cible différente, quand on touche l'américain, donc quand on le touche par les émotions et au niveau à ça, franchement, les Français, on est peut-être même meilleurs que les Américains. Eux, ils savent vendre du rêve, mais nous, on sait toucher des émotions. Je dirais que c'est possible. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'en ai parlé en conférence et des débutants qui sont venus voir en disant c'est bon, je me lance sur le marché américain. Là, je leur dis non, plutôt doucement parce que faut avoir tellement de connaissances, entre guillemets, ou en tout cas, il faut avoir déjà une base solide en France si on ne veut pas se planter aux US, quoi. D'accord. Ok. Merci. Du coup, je voulais savoir, on arrive, je pense gentiment au bout de l'interview. Si tu avais un conseil ou un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, il y en aurait plusieurs. Le premier, c'est lancez-vous. Vraiment, lancez-vous parce que le monde est en train de changer. Le marché, j'ai dit tout à l'heure qu'il devenait de plus en plus mature, mais il y a encore beaucoup d'opportunités dans toutes les niches. Quel que soit votre don, allez-y, franchement, lancez-vous parce que sinon, vous allez regretter. Vous n'allez pas prendre le train en cours et vous allez regretter. Le deuxième point, c'est aussi moi, je suis très fan de construire une marque durable. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a la folie des grandeurs, notamment à vendre très, très cher. Alors, je ne critique pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier d'avoir derrière une base solide de trafic et de visibilité gratuite. Parce que la pub Facebook, elle est géniale,
Mais si elles s'arrêtent du jour au lendemain parce qu'ils ont augmenté leur prix à un moment donné, là, ils ont baissé, ça peut très vite augmenter, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut avoir, en fait, il faut multiplier les sources. Donc, pour moi, c'est très important de créer une marque durable, donc d'avoir un business qui est authentique, d'avoir un produit de qualité, d'être très proche de ses clients. Et le troisième point, c'est tout simplement de voir grand. Parce que c'est vrai que quand on commence, on a peur, mais il ne faut pas hésiter à voir grand parce que c'est ce qui va vous permettre de développer votre business et votre marque là où vous voulez, quoi. Là où vous voulez. Parce que moi, je me suis fait la réflexion quand je me dis ça fait 12 ans que je fais ça, mais où est-ce que je serai dans 12 ans? Franchement, ça fait même flipper parfois. Tu te dis, ça fait vraiment peur, quoi. Ouais, Donc, mais souvent, c'est peut-être ça qui empêche les gens de voir grand dès le départ parce que ça fait flipper peur de réussir, tu veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, la réussite, tant qu'on reste connecté à qui on est, elle est positive, quoi. Elle est positive. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rêver grand, au contraire, mais de bien rester connecté à ses valeurs, tu vois, pour le coup. Ouais. De bien rester connecté à qu'est-ce qu'on… Et pas se perdre avec l'argent parce que il y en a beaucoup qui se perdent dans le sens où ils focalisent que là-dessus. Et il suffit qu'il y ait un petit couac dans leur entreprise et tu les vois qui ne sont plus là, quoi, finalement. Tu vois, et c'est dommage. Je pense qu'il faut faire attention à ça quand même. Ouais. Ok, merci. Donc, voir grand tout en restant connecté. Ouais, voir grand tout en restant connecté, en se lançant et en cherchant à créer une visibilité. Tu vois, c'est très important la visibilité parce que c'est ce qui permet d'avoir le business qui est durable en fait. Ouais. Mais du coup, toi, tu l'as eu plus tôt parce que ton blog est quand même. Tu as commencé tôt. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a enfin, c'est peut-être une impression, hein, mais comme il y a plus de personnes, on a l'impression que c'était plus facile à l'époque. Alors, c'était plus facile à l'époque. Ouais, je pense que personne pourrait nier ça. Tu vois, c'était plus facile à l'époque. Après, franchement, c'est comment dire? Comme tout le monde dit que c'est difficile, personne n'y va. Tu vois, si je devais faire, franchement, je ferais la même chose. Par contre, je ferais vidéo, je transcris mes vidéos, je fais des articles avec ça. Tu vois, c'est le schéma que je propose aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que tu fais une vidéo, tu la fais transcrire, tu la prends en article, tu l'améliores un petit peu en matière de SEO, tu le postes sur ton blog. Tu n'as pas fait 2 fois le même travail et du coup, tu as gagné du temps. Par contre, tu utilises les 2 leviers. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont sur ces leviers. Mais toutes les crises qu'on a vues sur le web, c'est simple, c'est ceux qui ont un trafic organique qui sont restés. Donc, moi, je ne démords pas là-dessus. C'est que c'était plus simple, c'est vrai, mais ça l'est encore aujourd'hui parce que très peu de personnes y vont dessus. Et moi, je miserais à fond sur YouTube et la vidéo, du coup, si j'avais un conseil à donner. Ce serait à la fois YouTube, vidéo organique, et à la fois tunnel de vente, pub webinaire. Parce que c'est vrai que ça marche, les webinaires, pour le coup. Ouais. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. Moi, je commence à en avoir marre, mais… Ouais, je te comprends. Toi, du coup, tu convertis par le sondage et par téléphone, non? Ouais, j'ai ma newsletter et principalement newsletter Facebook et j'ai un podcast aussi. D'accord, ok. Ok. Mais du coup, tu vends par téléphone ou pas? Oui et Pas non. trop? Je fais pas je travaille pas en appel de vente comme on a l'habitude enfin, comme on les connaît. En général, les gens qui m'appellent, ils se sont déjà convertis avant de m'appeler. D'accord, ok. Ça marche. Ça, c'est beau, ça, tu vois. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle une marque, tu vois, parce que ça veut dire que tu n'as même pas besoin de pousser la vente, quoi. Non, Tu es non, là. non. Moi, en général, on m'écrit en me disant comment ça se passe Cool, de travailler avec toi. Donc, cool. c'est mon but. De toute façon, c'était mon objectif D'accord, super. de développer comme ça. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais déjà… Et Avec merci plaisir. pour ce temps passé avec toi. Avec grand plaisir. Et je mettrai les liens pour te trouver par Ouais, retour. ça marche. Ça marche. Ben, merci à toi, en tout cas. C'était vraiment très sympa de pouvoir parler d'entrepreneur, de love, de dev perso, d'émotion. Non, c'était cool, ouais. Très cool. Merci à toi. Et attends, t'en vas pas comme ça. Pour les autres vidéos, il suffit de t'abonner à la chaîne par là ou par là ou par là. Tu vas trouver. Je te fais confiance et on se voit très vite pour les prochaines interviews. Salut!